Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre. En partie justement à cause de la crainte que j'ai de toi, en partie parce qu'il me faut pour expliquer cette crainte dans une foule de détails dont je ne pourrais rendre compte oralement avec tant soit peu de cohérence. Et si j'essaie ici de te répondre par écrit, ce ne sera encore que de manière très incomplète parce que même à l'écrit, la crainte et ses conséquences entravent ma relation avec toi et parce que le sujet, par son ampleur, excède de beaucoup ma mémoire et mon entendement. À tes yeux, la chose est toujours présentée très simplement, du moins pour ce que tu en dis chaque fois devant moi et devant beaucoup d'autres. Ton point de vue est en gros celui-ci. Toute ta vie, tu as travaillé dur, tu as tout sacrifié pour tes enfants, pour moi, puis surtout, j'ai mené en conséquence une vie de pacha. Je eu entière liberté d'apprendre ce que je voulais, j'ai été préservé de tout souci matériel, donc de toute espèce de souci. Tu n'as jamais exigé en échange aucune gratitude, tu connais la gratitude des enfants, mais tu aurais tout de même attendu ici ou là un geste dans ta direction, un signe de sympathie, au lieu de quoi je n'ai jamais cessé depuis toujours de me cacher de toi pour me réfugier dans ma chambre, dans les livres, dans la fréquentation d'amis détraqués, dans des idées extravagantes. Je ne t'ai jamais parlé à cœur ouvert, je ne suis jamais venu près de toi au temple, je ne t'ai jamais rendu visite à Franzensbad. Je n'ai au demeurant aucun sens de la famille, je ne me suis jamais intéressé au magasin ni à tes autres affaires, je me suis déchargé sur toi de la gestion de l'usine avant de te laisser complètement tomber. J'ai soutenu Hotla dans son entêtement. Enfin, lorsque je ne bouge pas le petit doigt pour toi, je ne t'apporte même pas un billet de théâtre, je fais tout pour mes amis. Si tu résumes ton jugement sur moi, il apparaît que tu ne me reprocherais en vérité de proprement inconflant ou méchant, à l'exception peut-être de mon dernier projet de mariage, mais une attitude étrangère, de la froideur, de l'ingratitude. Et cela, tu me le reproches aussi, j'en étais coupable. Comme si j'avais pu, disons, en redressant la barre, donner un autre cours aux choses, alors qu'il n'y a pas de ton côté la moindre culpabilité, à moins que ce ne soit dans la trop grande bonté dont tu as fait preuve envers moi, cette façon que tu as de présenter les choses. Je n'y souscris que dans la mesure où moi non plus je ne te crois absolument pas coupable du fait que nous sommes devenus étrangers l'un à l'autre, mais cette non-culpabilité est aussi la mienne et tout aussi absolument. Si je pouvais t'amener à le reconnaître, ce serait la porte ouverte non pas à une nouvelle vie, nous sommes tous deux beaucoup trop vieux pour ça, mais à une sorte de paix, sinon à la cessation, du moins un relâchement de tes incessants reproches. Tu as curieusement une certaine intuition de ce que je veux dire. Ainsi, par exemple, tu m'as dit il y a quelque temps, je t'ai toujours bien aimé, même si extérieurement je ne me suis pas conduit avec toi comme d'autres pères le font, pour la bonne raison que je ne sais pas simuler comme d'autres hors pairs. Je n'ai jamais globalement mis en doute ta bonté à mon égard, mais je considère cette remarque comme injuste. Je ne sais pas simuler, c'est juste, mais affirmer pour cette seule raison que les autres pères sont des simulateurs. Et soit pur ergotage, il n'y a plus lieu de discuter, soit, et c'est de cela, je pense qu'il s'agit vraiment, traduit en termes voilés le fait que quelque chose ne va pas entre nous et que tu y as contribué mais sans être coupable. Si c'est cela que tu penses vraiment, alors nous sommes d'accord. Naturellement, je ne dis pas que ton action sur moi suffit à expliquer ce que je suis devenu, ce serait très exagéré. J'ai moi-même tendance à verser dans cette exagération. Rien ne permet d'affirmer que si j'avais grandi sans subir la moindre influence de ta part, j'aurais pu devenir un homme selon ton cœur. Il est probable que je serais quand même aujourd'hui un être souffreteux, craintif, hésitant, inquiet, ni Robert Kafka, ni Karl Hermann, mais tout autre cependant que je le suis. Et nous aurions parfaitement pu nous supporter. J'aurais été heureux de t'avoir pour ami, pour oncle, pour patron, pour grand-père, et même avec plus d'hésitation déjà pour beau-père, mais comme père précisément. Tu étais trop fort pour moi, d'autant que mes frères étaient morts en bas âge, que les sœurs sont venues bien plus tard et qu'il m'a donc fallu soutenir tout seul le premier choc. C'est pourquoi j'étais beaucoup trop faible, compare-nous tous les deux. Moi, pour faire très court, un love avec un certain front Kafka qui justement n'est pas stimulé par cette volonté qui porte les Kafka vers la vie, les affaires, la conquête, mais par un aiguillon love plus secret, plus farouche, qui agit dans une direction différente et souvent n'agit plus du tout. Toi, en revanche, un vrai Kafka par la force, la santé, l'appétit, la puissance vocale, l'éloquence, le contentement de soi, la hauteur en toute chose, la persévérance, la présence d'esprit, la connaissance des hommes, une certaine largeur de vue, avec naturellement les défauts et les faiblesses qui sont le revers de ces qualités, et dans lesquelles te précipite ton tempérament et tes brusques colères. Kafka, tu ne l'es peut-être pas tout à fait dans ta manière générale de voir, pour autant que je puisse te comparer à mes oncles Philippe, Ludwig et Henrik, c'est curieux. Là non plus, je ne vois pas très clair. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient tous plus gais, plus sensibles, plus détendus, plus alertes, moins sévère que toi. En cela d'ailleurs, j'ai beaucoup hérité de toi et beaucoup trop bien géré l'héritage, sans il est vrai posséder dans mon caractère les contrepoids nécessaires dont tu disposes. Mais d'un autre côté, tu as probablement connu aussi des périodes différentes sous ce rapport. Tu étais peut-être plus gai avant que tes enfants, moi le premier, ne te déçoivent et ne t'accablent à la maison. En effet, quand il y avait des étrangers, tu étais un autre, et il se peut de même que tu sois redevenu plus gai maintenant que tes petits-enfants. Et ton gendre t'apporte un peu de cette chaleur que tes propres enfants, à part Vali peut-être, ne pouvaient te donner. Quoi qu'il en soit, nous étions si différents, et dans cette différence si dangereux l'un pour l'autre, que si d'aventure on avait voulu calculer à l'avance comment moi, l'enfant qui lentement se développait, et toi, l'homme fait, nous allions nous comporter l'un envers l'autre, on aurait pu supposer que tu allais tout simplement m'écraser, et qu'il ne resterait rien de moi. Or, ce n'est pas ce qu'il s'est produit. Les vivants ne se laissent pas calculer, mais il s'est produit pire, peut-être. En disant cela, je te demande encore et toujours de garder à l'esprit que pas un instant je ne crois à une culpabilité de ta part. Tu ne pouvais agir sur moi autrement que tu ne l'as fait. Seulement tu dois cesser de voir une méchanceté particulière de ma part dans le fait que j'ai succombé à cette action. J'étais un enfant craintif, je n'en étais pas moins têtu, comme le sont les enfants. Il est certain aussi que mère me gâtait, mais je ne peux pas croire que j'ai été particulièrement difficile à mener. Je ne peux pas croire qu'avec un mot gentil, un bon regard, en me prenant simplement par la main, on eût pu obtenir de moi tout ce qu'on voulait. Or, tu es bien, au fond, un être bon et tendre, ce qui tu n'y contredira pas. Je ne parle ici que de l'apparence sous laquelle tu exerçais ton action sur moi. Mais tous les enfants n'ont pas la persévérance et l'intrépidité de chercher aussi longtemps qu'il faut pour trouver la bonté. Tu ne sais t'y prendre avec un enfant qu'en restant l'homme que tu es, donc en recourant à la force, au bruit et à la colère, ce qui dans mon cas te semblait d'autant plus approprié que tu voulais faire de moi un garçon fort et courageux.
Je ne peux évidemment pas décrire aujourd'hui tes méthodes d'éducation au cours de mes toutes premières années. Je peux assez bien me les représenter en les déduisant de ce que j'ai connu plus tard et de la manière dont tu traites Félix. À quoi s'ajoute cette circonstance aggravante que tu étais plus jeune à l'époque, donc plus vif, plus emporté, plus spontané, encore moins soucieux des autres qu'aujourd'hui, totalement pris en outre par le magasin. C'est à peine si tu pouvais te montrer à moi une fois par jour. Et tu me faisais alors une impression d'autant plus profonde qu'il ne risquait guère de se muer en une plate habitude de mes premières années. Je n'ai le souvenir direct que d'un incident, tu t'en souviens peut-être aussi. C'était une nuit, je n'arrêtais pas de geindre pour avoir de l'eau, non pas à coup sûr parce que j'avais soif, mais à la fois pour embêter le monde et pour me distraire. Comme les menaces pourtant sévères et répétées n'y faisaient rien, tu finis par me sortir du lit et tu me portas jusqu'à la véranda où tu me laissas seul un moment debout en chemise devant la porte fermée. Je ne veux pas dire que ce fut une erreur, peut-être n'y avait-il vraiment pas d'autre moyen à l'époque de dormir en paix. Je veux simplement, en évoquant ce fait, caractériser tes méthodes d'éducation et l'action qu'elles ont exercée sur moi. La leçon sans doute me rendit plus docile, mais intérieurement elle me partageait préjudice. Telle est ma nature que je n'ai jamais pu établir le lien exact entre le fait, pour moi, absolument normal de demander de l'eau sans avoir soif, et celui particulièrement horrible d'être porté dehors des années après. J'étais encore torturé à la pensée que ce géant, mon père, la dernière instance, était capable, presque sans raison, de venir la nuit me sortir du lit pour me porter sur la véranda et que j'étais donc un tel rien pour lui. Ce n'était alors qu'un petit début, mais ce sentiment de nullité qui si souvent me domine et qui peut être aussi, à certains égards, un sentiment noble et fécond tient pour beaucoup. À ton influence, j'aurais eu besoin qu'on m'encourage un peu, qu'on me témoigne un peu de gentillesse, qu'on dégage un peu le chemin devant moi, au lieu de quoi tu me le barrais, dans l'intention certes louable de m'en faire prendre un autre, mais pour lequel je n'étais pas fait. Tu me félicitais par exemple quand je marchais au pas et saluais comme il faut, mais je n'étais pas un futur soldat. Tu me félicitais de même quand je me forçais à manger beaucoup, qui plus est, en buvant de la bière, ou bien quand j'étais capable de reprendre des chansons que tu ne comprenais pas, ou de répéter comme un perroquet tes expressions favorites. Mais rien de tout cela n'appartenait à mon avenir. Il est significatif qu'aujourd'hui encore, tu ne m'encourages vraiment que lorsque je ne suis pas au premier chef concerné. C'est autrefois que j'aurais eu besoin d'être encouragé. Et en toutes circonstances, j'étais déjà écrasé par ta simple apparence physique. Je me souviens de ces jours. À l'école de natation, nous nous déshabillions ensemble dans une cabine. Moi, maigre, faible, le corps étroit, toi, grand, fort, large. Dans la cabine, déjà, tu me faisais... Je me faisais un effet lamentable. Non seulement face à toi, mais face au monde entier, car tu étais pour moi la mesure de toute chose. Et lorsqu'ensuite nous sortions, pour aller vers les gens, moi, te tenant la main, petit squelette flageolant, pieds nus sur les planches, paralysé par la peur de l'eau, incapable de répéter les mouvements de la nage que dans une louable intention, mais de fait à ma grande honte, tu faisais et refaisais inlassablement devant moi. Alors j'étais très désespéré, et à de tels moments, tous les déboires que j'essuyais dans tous les domaines se répondaient en moi dans une harmonie grandiose. Là où je me sentais encore le mieux, c'est quand parfois tu te déshabillais le premier et que je pouvais rester seul dans la cabine, repoussant la honte de mon apparition publique jusqu'au moment où tu venais voir ce que je faisais et où tu me poussais dehors. Je t'étais reconnaissant de ne pas sembler remarquer ma détresse, aussi bien étais-je fier du corps de mon père. D'ailleurs, cette différence subsiste aujourd'hui encore entre nous, inchangée. À cela faisait écho ta souveraineté intellectuelle. Tu t'étais élevé seul à la force du poignet, d'où cette confiance illimitée que tu affichais dans ta propre opinion. Encore la chose n'était-elle pas aussi aveuglante pour l'enfant d'alors qu'elle le devint plus tard pour le jeune homme presque adulte de ton fauteuil. Tu gouvernais le monde. Ton opinion était la bonne, plutôt était démente, extravagante, cinglée, anormale. Si grande était ta confiance en toi que tu pouvais manquer à la plus élémentaire logique sans pour autant cesser d'avoir raison. Tu étais capable de vitupérer contre les Tchèques, puis contre les Allemands, puis contre les Juifs, et ce, non seulement à propos de détails, mais à propos de tout, si bien que pour finir, il ne restait plus personne en dehors de toi. Tu acquis, à mes yeux, cette dimension énigmatique qu'ont tous les tyrans, dont la raison fait autorité en vertu d'un droit fondé sur leur personne et non sur la pensée. C'est du moins ce qu'il me semblait, et de fait, tes pensées gagnaient sur les miennes plus souvent qu'à leur tour. Cependant, il n'y avait là non plus rien de spécialement incompréhensible. Ma pensée s'exerçait tout entière sous ta lourde pression, même dans les cas où elle n'était pas dans un accord avec la tienne, et particulièrement dans ceux-là. Toutes ces idées en apparence indépendantes de toi étaient d'emblée grevées par ton jugement négatif. Supporter un tel poids, sans renoncer à développer, puis à défendre son idée jusqu'au bout, était presque impossible. Et je ne parle pas ici de je ne sais quelle haute pensée, mais de n'importe quelle petite affaire d'enfant. Il suffisait d'être heureux à propos d'une chose quelconque, d'en être rempli, d'en parler une fois rentré à la maison. La réponse était un soupir d'ironie, un hochement de tête, un tapotement de doigts sur la table. J'ai déjà vu beaucoup mieux. Ou bien si tu crois que j'ai la tête à ça, ou bien...
Ça te fait une belle jambe ou bien... Oh, voilà un événement, bien entendu. On ne pouvait pas exiger que tu t'enthousiasmes pour des bagatelles d'enfants, alors que tu vivais dans la peine et le souci. Là n'était pas non plus le problème. Le problème était plutôt que tu ne pouvais t'empêcher de ménager régulièrement et systématiquement des déceptions de ce genre à l'enfant en vertu de ton caractère opposé au sien, que cette opposition ensuite ne cessait de s'aggraver par accumulation de matériaux, enfin, ayant fini par devenir une habitude, elle se manifestait même lorsque par hasard tu étais de mon avis, enfin, que s'agissant de toi, dont la personne faisait autorité en tout, ces déceptions de l'enfant n'étaient pas de celles que réserve la vie ordinaire, mais touchaient droit au cœur. Le courage, la détermination, la simple joie, rien ne pouvait tenir jusqu'au bout dès lors que tu étais contre, dès l'instant seulement on ne pouvait te supposer hostile, on le pouvait assurément à propos de tout ce que je faisais, ou presque. Ce qui valait pour les idées valait aussi bien pour les hommes. À peine avais-je montré un peu d'intérêt pour quelqu'un, ce qui n'arrivait pas très souvent, étant donné mon caractère, que sans le moindre égard pour mon sentiment, sans même considérer mon jugement, tu te répondais en injures, en calomnies, en propos avilissant des êtres innocents, enfantins, comme l'acteur Yiddish Lovey, par exemple, eurent à en pâtir sans le connaître. Tu fis un jour à son sujet une sortie épouvantable que j'ai déjà oubliée, mais dans laquelle tu le comparais à de la vermine, recourant automatiquement, comme tu le faisais si souvent à propos des gens que j'aimais, au proverbe du chien et des puces. Je me souviens ici, en particulier de l'acteur, parce qu'à l'époque, j'ai noté tes propos avec ce commentaire: mon père parle ainsi de mon ami qu'il ne connaît même pas. Uniquement parce qu'il est mon ami, c'est une chose que je pourrai toujours lui opposer quand il me reprochera mon manque de gratitude et d'amour filial. Je n'ai jamais compris chez toi cette totale insensibilité à la peine et à la honte que tu pouvais m'infliger, à croire que tu n'avais aucune idée du pouvoir qui était le tien. Moi aussi, bien sûr. J'ai eu plus d'une fois des mots blessants pour toi, mais chaque fois je le savais. J'en souffrais, mais je ne pouvais pas me dominer, je ne pouvais pas retenir le mot. À peine l'avais-je prononcé que déjà je le regrettais, mais toi, tu assénais froidement tes mots, sans pitié pour personne, ni pendant ni après. On était devant toi, absolument sans défense, et ainsi en allait-il de toute ta pédagogie. Tu as, je crois, un talent d'éducateur. Ton éducation aurait certainement pu être utile à un être de ton espèce. Il aurait perçu dans ce que tu disais la part de bon sens. Il n'aurait pas cherché plus loin et se serait tranquillement acquitté des choses. Mais pour l'enfant que j'étais, chaque mot que tu me criais était ni plus ni moins qu'un commandement du ciel. Je ne l'oubliais jamais. Il restait le premier instrument dont je disposais pour juger le monde, et d'abord pour te juger toi-même. Et là, ta faillite était complète. Les repas étant à l'époque la principale occasion que nous avions d'être ensemble. Ton éducation consistait, en grande partie, à m'enseigner la manière correcte de se tenir à table. Tous ceux qui venaient sur la table devaient être terminés. La qualité de la nourriture ne souffrait pas la discussion, mais toi, souvent, tu la trouvais immangeable. Cet abruti, la cuisinière, avait encore gâché la bouffe. Comme tu avais un puissant appétit et une propension particulière à tout manger vite, l'enfant devait se dépêcher. Il régnait autour de la table un silence lugubre, entrecoupé de remontrances. Mange d'abord, tu parleras après. Ou bien plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ou bien tu vois, j'ai fini depuis longtemps. On n'avait pas le droit de ronger les os, toi si. On n'avait pas le droit de licher le vinaigre à même la cuillère, toi si. Le couteau, le pain devait absolument être coupé droit, mais que tu utilises pour le faire un couteau dégoûtant de sauce était d'indifférent. À table, il fallait veiller à ce qu'aucune miette de nourriture ne tombe à terre, et pour finir, c'est sous ta place qu'on en trouvait le plus. Il fallait veiller à table à ne s'occuper que de manger, mais toi, tu te curais, te coupais les ongles, tu taillais des crayons, tu te nettoyais les oreilles au cure-dent. Je t'en prie, père, comprends-moi bien, ces choses auraient pu être des détails en soi parfaitement insignifiants. Elles ne devenaient sérieuses pour moi que dans la mesure où toi-même, l'homme qui faisait si prodigieusement autorité à mes yeux, tu n'observais pas les commandements que tu me dictais. Le monde dès lors m'a paru divisé en trois. Un monde dans lequel je vivais en esclavage, sous des lois qui n'avaient été forgées que pour moi et auxquelles, par-dessus le marché, je ne pouvais jamais satisfaire pleinement. Un deuxième monde infiniment éloigné du mien, dans lequel tu vivais, occupé à gouverner, à distribuer les ordres et à te mettre en colère, parce qu'il n'était pas respecté. Un troisième monde, enfin, où le reste des gens vivaient heureux, ignorant des ordres et de l'obéissance. J'étais continuellement dans la honte. Soit j'obéissais, et c'était la honte, car tes ordres ne valaient que pour moi, soit je me rebellais, et c'était encore la honte, car de quel droit osais-je me rebeller contre toi, soit j'étais incapable d'obéir parce que je n'avais pas ta force, par exemple, ni ton appétit, ni ton adresse, toutes choses pourtant que tu exigeais de moi, et c'était assurément la plus grande honte. Ainsi roulaient non pas les pensées, mais les sentiments de l'enfant.
Ma situation d'alors paraîtra peut-être plus claire si je la compare à celle de Félix, car tu le traites de la même manière. Tu vas jusqu'à utiliser contre lui une méthode particulièrement terrible. Quand il fait quelque chose à table que tu considères comme sale, tu ne te contentes pas de lui dire « comme tu le faisais avec moi, tu es un gros cochon », tu ajoutes chaque fois « un vrai Herman ». Ou bien exactement comme ton père. Or, il est possible, plus que possible, on ne peut pas dire que cela ne nuise pas à Félix de manière vraiment essentielle, car tu n'es pour lui, après tout, qu'un grand-père d'une importance particulière, certes. Mais tu n'es pas tout pour lui comme tu l'étais pour moi. En outre, Félix est un caractère calme, pour ainsi dire déjà viril, et si une voix de tonnerre peut sans doute le décontenancer, elle ne peut le marquer de façon durable, mais surtout, il est relativement peu souvent avec toi, il subit d'autres influences. Tu es pour lui plutôt un objet de curiosité qu'il aime, et dont il peut prendre ou laisser ce qu'il veut. Pour moi, tu n'étais pas une curiosité, je n'avais pas le choix, je devais tout prendre, et ce, sans pouvoir objecter quoi que ce soit, car il était de prime abord impossible de parler calmement d'une chose avec laquelle tu n'es pas d'accord, ou qui simplement ne part pas de toi, ton tempérament despotique ne le permet pas. Ces dernières années, tu expliques cela par ta nervosité cardiaque. Tu ne saches pas que tu aies jamais été fondamentalement différent. Ta nervosité cardiaque est tout au plus un moyen pour toi d'exercer une domination plus sévère, puisque le seul fait d'y penser étouffe chez l'autre toute envie de répliquer. Il va de soi que ceci n'est pas un reproche, mais une simple constatation. Tu as coutume de dire, par exemple, à propos d'autres là, on ne peut pas lui parler. Aussitôt, elle vous saute au visage, mais en réalité, elle ne saute pas du tout spontanément. Tu confonds la chose avec la personne. C'est la chose qui te saute au visage et tu la tranches sur le champ sans entendre la personne. Toute objection ne peut ensuite que t'irriter davantage, jamais te convaincre. Tu n'ouvres plus la bouche que pour dire « Fais ce que tu veux, pour moi tu es libre, je n'ai pas de conseils à te donner, tu es majeur. » Et tout cela de cette terrible voix rauque où transperce la colère et une condamnation sans appel. Une voix qui, certes, me fait moins trembler aujourd'hui que dans mon enfance, mais uniquement parce que le sentiment de culpabilité autrefois exclusif a partiellement fait place à la conscience de notre commun abandon. L'impossibilité d'un rapport serein avec toi est une autre conséquence bien naturelle, en vérité. Ich verlernte das Reden. Ich wäre ja wohl auch sonst kein großer Redner, aber die gewöhnlich fließende Menschensprache hätte ich doch beherrscht. Du hast mir aber schon früh das Wort verboten. Deine Drohung kein Wort der Widerrede. Und die dazu erhobene Hand begleiten mich schon seit jeher. Ich bekam vor dir, du bist, sobald es deine Dinge geht, ein ausgezeichneter Redner, eine stotternde Art des Sprechens. Aber das war dir noch zu viel. Schließlich schwieg ich. Zuerst vielleicht austrotzt, dann weil ich vor dir weder denken noch reden konnte. Und die dazu erhobene Hand begleiten mich schon. Und weil du mein eigentlicher Erzieher warst, wirkte das überall in meinem Leben nach. Es ist ces injures, tu les renforçais par des menaces qui, elles, me concernaient bien et bien. Terrifiante était par exemple cette phrase que tu me répétais. Je te déchirerai comme un poisson, même si je savais fort bien que rien de grave ne s'en suivrait. Il est vrai que, petit garçon, je ne le savais pas, mais l'idée que tu aurais pu aller jusque-là correspondait presque à la représentation que je me faisais de ton pouvoir. Terrifiant aussi ces moments où tu courais autour de la table en criant pour nous attraper. Tu ne voulais pas nous attraper, c'était évident. Mais il n'empêche, tu faisais semblant. Et pour finir, mère avait l'air de nous sauver une fois de plus. C'est l'impression qu'on retenait l'enfant, on avait conservé la vie par l'effet de ta grâce et on continuait à la porter comme un présent immérité. Il y avait aussi dans cet ordre d'idées les menaces liées à la désobéissance. Dès que j'ai commencé à faire quelque chose qui ne te plaisait pas, tu me menaçais d'un échec.
Et la crainte respectueuse que m'inspirait ton opinion était alors si grande que l'échec était inéluctable. Même s'il ne s'avérait que plus tard, je perdis confiance dans ce que je faisais, dans tout ce que je faisais. J'étais inconstant, je doutais de tout. Plus j'avançais en âge, plus s'accumulaient les matériaux dont tu pouvais tirer argument pour me prouver que je ne valais rien. Les faits, en un sens, te donnaient peu à peu raison. On était, pour ainsi dire, punis, avant même de savoir qu'on avait fait quelque chose de mal. Exaspérante aussi. Cette manière de distribuer les blâmes à la troisième personne, comme si on n'était même pas digne d'entendre directement des méchancetés. Cette façon de questionner mère. Mais en réalité, moi qui étais à côté, pour lui demander